Monsieur Mitterrand, bonsoir. Il nous reste 4 jours jusqu'au second tour de l'élection présidentielle et je crois que d'ores et déjà on peut dire qu'il y a vraiment 2 styles en présence. Celui de monsieur Giscard d'Estaing qui parcourt la France, multiplie les meetings à Paris, en province, et le vôtre. Certes, vous faites des meetings, vous en avez fait un vendredi à Montpellier, mais vous faites aussi beaucoup de petites réunions, des réunions de travail. Alors, pourquoi cette différence de style? Pourquoi avez-vous choisi cette façon de faire campagne? Vous savez, j'ai fait beaucoup de réunions pendant le premier tour de l'élection présidentielle. Beaucoup de réunions dans toutes les régions de France. Et si en effet j'ai adopté un autre style ou une autre méthode depuis le 26 avril, c'est parce que je dois me préparer, réfléchir, savoir de quelle façon aborder la période suivante, c'est-à-dire celle qui pourrait suivre mon élection dimanche prochain. Donc vous vous préparez à être président de la République? Je crois que je n'ai rien d'autre à faire pour l'instant. D'accord. Vous avez rappelé la réunion de Montpellier. C'était vendredi dernier. Manifestation puissante et enthousiaste. 30 000 personnes la rassemblée. Il n'y avait pas l'hélicoptère gouvernemental comme hier à Pantin, mais ça n'empêche pas que si on en a moins parlé, j'étais présent au milieu de milliers et de milliers de Françaises et de Français qui croient dans ce qu'ils font, qui croient dans ce que je fais. Et je retrouverai ces mêmes foules le 8 mai, date importante de notre histoire, qui sera célébrée, je l'espère, comme il convient, en dépit de la décision de M. Giscard d'Estaing de ne plus fêter ce jour national, et je serai à Mulhouse et à Nantes. Mais dans l'intervalle, qu'est-ce que vous voulez, vous l'avez dit, je réfléchis. Pour cela, je rencontre des groupes sociaux professionnels. J'ai rencontré des commerçants, des artisans. Je suis allé m'informer au Salon du Logement. Hier, dimanche, j'étais au Sénat, parmi 150 économistes autour de Pierre Mendès France. Et je les écoutais, je participais d'ailleurs à ce débat, analyser, examiner, approfondir leurs réflexions. J'en ai besoin, d'abord je préfère le travail au spectacle, et je vous le répète, il faut que je me prépare aux responsabilités qui m'attendent. Alors vous avez prononcé le mot spectacle. Justement, il y en a un que beaucoup de Français semblent attendre, c'est votre débat éventuel avec M. Valéry Giscard d'Estaing. Alors à ce propos, vous avez fait un certain nombre de propositions, posé des conditions pour assurer à vos yeux l'équité de ce débat. Où en êtes-vous? Est-ce que oui ou non, vous, François Mitterrand, vous souhaitez que ce débat ait lieu? Je crois que le plus simple est que je vous lise la lettre que j'ai adressée en ce jour 4 mai à M. Giscard d'Estaing. Je vous en prie. Je l'ai dans mon dossier, je vous la lis. Paris, le 4 mai 1981. Monsieur le Président, je pose une condition à notre face-à-face et je n'en pose qu'une seule. Que ce soit des journalistes et un réalisateur désigné d'un commun accord qui l'organisent. Vous invoquez le précédent de 1974 que vous qualifiez abusivement de débat à la française. Je me réfère à une longue tradition d'honneur, celle-là bien française, qui veut que l'arbitre soit libre. Or, c'est vous qui nommez les responsables des chaînes de télévision. Il s'agirait de circonstances ordinaires et je serais seul à m'y prêter. Les conditions m'en seraient indifférentes. Mais je représente des millions de Français. C'est leur cause que je soutiens, et je manquerai à leur confiance en me remettant au système qui est encore en votre pouvoir. Au demeurant, la joute télévisée telle que vous la concevez, plus corps à corps que face à face, me paraît singulièrement inadaptée à la nature du dialogue avec les Français, qui est l'enjeu réel de cette semaine décisive. Les réponses capitales de chacun des candidats, qui débattront entre eux autant qu'ils le voudront, dans un temps égal de parole, ne peuvent être apportées qu'à des questions précises d'observateurs compétents, hors de toute atmosphère de match à sensation. Je vous le dis donc fermement, ou bien des journalistes et un réalisateur indépendant conduiront le débat, ou il n'aura pas lieu. Si, comme je l'espère, vous acceptez cette façon de voir, nous réglerons aisément les autres modalités dans un esprit de loyauté. Si vous persistez dans votre refus, l'opinion sera juge, veuillez agréer, etc. Oui, alors vous avez parlé de journalistes indépendants, d'observateurs compétents. Je suppose que vous avez des noms en tête, peut-être même les avez déjà vous proposés
à M. Giscard d'Estaing? J'ai en effet pressenti un certain nombre de journalistes, parmi d'autres, qui étaient parfaitement aptes à remplir cette mission d'impartialité dans un grand moment de notre histoire politique. J'ai pressenti Mme Michel Cotta, M. Jean Boissonnat, M. Jean-François Kahn et M. Guy Thomas. Ils sont des journalistes connus, je crois, du grand public qui suit l'actualité. Je crois qu'ils sont respectés. Bon, alors, puisqu'on attend maintenant, si je comprends bien, rien n'est décidé. Alors, si vous voulez, on va abandonner ces questions de campagne électorale pour essayer d'envisager un peu l'avenir. Et l'avenir, c'est d'abord, très concrètement, immédiatement, ce qui se passera après le 10 mai, si vous êtes élu président de la République. Cet avenir, pour vous, ça s'appelle d'abord le changement. Alors, qu'est-ce que c'est le changement au lendemain du 10 mai? D'abord, c'est l'alternance politique, tout simplement. Changer les hommes et changer les équipes pour pouvoir changer de politique ensuite. Quand vous pensez que M. Giscard d'Estaing, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est depuis plus de 20 ans, avec une interruption de 3 ans entre 1966 et 1969, lorsqu'il a été renvoyé par le général de Gaulle, a été pendant plus de 20 ans, est encore responsable des affaires de la France, et plus particulièrement responsable des affaires économiques et sociales, avec les résultats que l'on constate. On sent un formidable besoin, et il est éprouvé par près de 75% des Français, de changement, d'alternance démocratique. Non seulement un homme, mais aussi ses équipes qui deviennent vite des factions, des fractions, des groupes d'intérêt, enfin tout ce que vous voyez aujourd'hui et qui a pratiquement corrompu la démocratie. Il faut changer les équipes. C'est une preuve de bonne santé, l'air qui passe par les portes et par les fenêtres. C'est nécessaire à la France. Bon, et pour ça, il faut une majorité, il faut faire des élections. Alors, vous dissolvez l'Assemblée nationale tout de suite, avez-vous dit, vous n'avez pas changé sur ce point. Ça veut dire que les élections pourraient avoir lieu à peu près quand? Si vous permettez, d'abord, élu, lorsque le moment sera venu de prendre mes responsabilités, c'est-à-dire à la fin du mois de mai, je nommerai un Premier ministre, je constituerai un gouvernement, j'établirai tout de suite le moyen de mettre au net le bilan du septennat passé, et j'engagerai une grande concertation sociale avec les partenaires sociaux pour examiner les problèmes de l'heure. Et puis, dans l'intervalle, j'aurai en effet procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale. Non pas que ce soit pour moi un principe, je n'ai pas pour principe de dissoudre une Assemblée nationale, mais c'est un autre président, une autre politique, il faut une autre majorité, vous l'avez dit. Et comment pourrais-je faire avec l'Assemblée nationale élue en 1978? Et ensuite, vous tirerez la conclusion de ces élections pour entreprendre la deuxième partie de votre action, qui sera le changement plus profond de la société française. La première partie de mon action commencera tout de suite. Dès que le gouvernement sera constitué, je pourrai, dans le cadre de la Constitution, exercer des compétences réglementaires. Par décret, oui. Qui devraient normalement permettre toute une série de mesures sociales, le début de la relance, c'est-à-dire le démarrage vers la croissance, avec plus de moyens donnés aux petits et moyens revenus, un certain nombre de dispositions qui me paraissent indispensables, et d'abord la lutte contre le chômage, la lutte contre la vie chère. Ça peut commencer dès le mois de mai, ça? Bien entendu, la lutte contre les inégalités sociales et les moyens à donner aux jeunes pour qu'ils puissent entrer de plein droit dans notre société. Mais il est évident qu'il faut attendre que les institutions soient en place, que l'Assemblée nationale soit élue, pour que je puisse disposer de la compétence législative qui seule, naturellement, me permettra la grande entreprise, les grandes transformations, les grandes perspectives, hors desquelles je ne serai pas en mesure de réaliser la politique que je présente. Donc, des élections avant le mois de juillet. Ensuite, on commence les grandes réformes. Vous avez raison de le préciser. Ces élections devront avoir lieu avant les vacances d'été, c'est-à-dire avant le 1er juillet. Et ensuite, on commence les réformes en profondeur. Alors, ces réformes en profondeur, ça porte essentiellement sur quoi? Est-ce que c'est un choix de société? Est-ce que c'est un bouleversement de la société française? Ou est-ce que c'est simplement des transformations importantes? Qu'est-ce qu'on appelle un changement de société? Je sais bien que c'est l'argument 100 fois employé contre moi, en essayant d'effrayer les Françaises et les Français. Vieux débat, et même débat usé. Mais enfin, c'est comme ça, il faut bien que je l'affronte. Changer la société, changer de société, en vérité, j'entends me placer dans le cadre de la loi, des institutions qui ne peuvent être réformées qu'elles-mêmes, conformément aux dispositions
constitutionnelle adoptée en 1958 et en 1962. J'entends surtout me placer dans le cadre des lois fondamentales, des grands principes, qui sont ceux d'une démocratie. Donc il n'est pas question d'agir autrement que dans ce cadre-là, qui est le mien, la justification de toute ma vie politique. C'est pas le collectivisme. Écoutez, ce que nous sommes en train de dire, comment est-ce que c'est compris, par exemple, par un chômeur? Hein, dites-moi, un chômeur. Un chômeur, lui, pour lui, le changement de société, c'est de trouver du travail. Et la ménagère qui est écrasée par l'augmentation de la vie chère, par l'augmentation des prix tous les jours, pour elle, le changement de société, c'est de pouvoir boucler la boucle et pouvoir joindre les deux bouts à la fin de la semaine ou du mois. Qu'est-ce que c'est que le choix de société pour un jeune? J'en parlais tout à l'heure. C'est la possibilité de s'épanouir et de se trouver mieux dans la société qui se refuse à lui, encore aujourd'hui. Bon, alors, ce sont, si vous voulez, de passer au travers de toute une série d'arguments qui sont des arguments électoraux, qui ne sont pas, à mon avis, du niveau d'une élection présidentielle. Moi, je ne me place pas sur ce terrain. Et j'ai présenté un programme, j'ai développé des idées, des conceptions, des options. Je veux qu'on me juge là-dessus, et non pas sur les histoires qui rasent les murs et qui n'ont pas d'intérêt. Les histoires aujourd'hui développées par M. Giscard d'Estaing dans sa campagne électorale. Alors, vous voulez aussi relancer l'économie, à la fois en donnant aux Français les moyens d'acheter davantage et aux entreprises les moyens d'investir pour créer des emplois. Vous avez un plan précis que vous pouvez mettre en route, là aussi, tout de suite après votre élection. Je l'ai déjà développé plusieurs fois, mais naturellement, toute occasion est bonne. J'entends en effet relancer l'économie et la relancer par la demande, c'est-à-dire donner plus de moyens à la consommation populaire pour d'abord qu'elle puisse dépenser ce qui lui est utile pour son nécessaire. Et si possible encore un peu plus. Une consommation populaire qui doit nous amener à faire tourner mieux nos usines, en évitant l'arrivée massive des marchandises étrangères. Mais la relance par ce qu'on appelle la demande, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire essayer de réveiller l'économie française, la sortir de sa léthargie, entrer dans une phase de croissance. Tout cela doit s'accompagner de ce qu'on appelle, mais les termes sont toujours un peu compliqués dans la bouche des spécialistes, la relance par l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut être capable de créer des richesses nouvelles. Donc il faut en finir avec le 1 700 000 chômeurs, il faut que les gens puissent de nouveau travailler et reproduire. Et les capacités nouvelles étant là, faire qu'elles soient mises au service de l'intérêt national et qu'elles créent à leur tour d'autres richesses et ainsi de suite. Je veux dire, remettre la machine en marche. Alors tout ça, il faut du monde pour le faire. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. En France, on parle de majorité, généralement. Vous, depuis quelque temps, vous avez employé un autre mot qui est le mot rassemblement. Alors, un rassemblement, qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui? J'étais le candidat des socialistes au point de départ de cette campagne présidentielle. Je le serai sur la ligne d'arrivée le 10 mai. Je resterai fidèle à mes convictions et chacun me prendra comme je suis. On le sait bien, depuis déjà près de 15 ans, tenté, parfois avec succès, de rassembler la gauche. Et je me réjouis de voir aujourd'hui l'ensemble des forces populaires me rejoindre pour combattre les forces conservatrices, pour combattre la politique d'échec de M. Giscard d'Estaing. Mais il est bien sûr que je souhaite vivement que des Françaises, que des Français qui ne nous ont pas encore rejoints, qui ne m'ont pas suivi encore, qui n'ont pas voté pour moi le 26 avril, qui n'ont pas voté pour un autre candidat de gauche, viennent s'associer à l'œuvre de renaissance que je vais entreprendre. Vous pensez à des gaullistes? Je ne pense pas spécialement à telle ou telle formation politique. Je m'adresse aux Françaises et aux Français et je présente des options. Et je leur dis, est-il possible, et voulez-vous avec moi, rassembler et unir pour que la France soit capable de sortir de sa crise et qu'elle aborde les grandes confrontations internationales comme un pays fort et respecté? Est-ce que vous voulez vraiment faire jouer à plein les chances de la France? Et si vous croyez que j'en suis capable, je l'espère, si vous pensez que le socialiste que je suis a dans le cœur et dans l'esprit l'amour des libertés, alors venez m'aider, j'aurai besoin de tout le monde. Je l'ai déjà dit lors du premier tour de scrutin, je le répète aujourd'hui. Tout le monde, les communistes auront leur place dans ce rassemblement. Tous ceux qui le voudront viendront s'associer à l'œuvre de renaissance nationale que je viens de définir. Et bien entendu, ceux qui travaillent, ceux qui produisent au premier rang.